va revenir donc sur, disons, cette tension entre le Premier ministre, le PM donc, et le ministre de la Justice. Vous, en tant que défenseur de la transition, comment vous voyez donc cet accrochage entre le Premier ministre et le ministre de la Justice? D'abord, il n'y a pas de tension, c'est parce que l'information est rendue publique que, évidemment, ça fait du bruit, évidemment, comme on aime cela. Sinon, administrativement, c'est normal que s'il y a des désaccords, il y ait des courriers, des accords, surtout que c'est sur des thématiques profondes. C'est le premier problème de cette affaire qui fait qu'on en dit, c'est parce que l'information a été mise à la place publique de courriers qui sont considérés confidentiels. Parce que dans l'administration, vous avez des informations qui sont classées publiques, donc où tout le monde peut avoir accès. Vous avez des informations confidentielles avec une restriction d'accès, et vous avez des informations extrêmement strictement confidentielles. Alors, si aujourd'hui des informations traitées confidentielles se trouvent à la place publique, ce problème, c'est ce qui doit être débattu. Maintenant, revenons sur la question de fond. Je disais qu'il y a d'abord des problèmes de la compréhension de l'organisation matricielle. Vous savez, il y a des organisations, les gens sont formés avec des organisations hiérarchiques. Hiérarchique, ça veut dire que tu es le chef et tout le reste en bas, tu coordonnes. Mais une organisation matricielle, c'est plusieurs organisations hiérarchiques réunies et aussi qui ont plusieurs fonctions où tu as un seul. Chaque acteur a au moins 2 ou 3 directeurs ou droits responsables qui le donnent des ordres. Un ministre de la Justice, il a évidemment administrativement son supérieur hiérarchique qui est le ministre, qui est le Premier ministre. Il a au niveau fonctionnel évidemment des objectifs qui lui sont fixés par la présidence. Il a aussi des corporations, magistrats, juges et autres ou moins dépendants. Maintenant, dans ça, tu n'as pas forcément toute la décision. Donc, il faut que les gens soient formés. Mais les lettres de mission, c'est la primature qui définit les lettres de mission des ministres. Hein. Oui, donc voilà. Donc la question principale qui fait l'objet, c'est la lutte contre l'enrichissement illicite. Et ce combat-là, tout le monde le sait que c'est une priorité de la transition. C'est une priorité du gouvernement et qui a été assignée au ministre de la Justice. Et si donc il veut atteindre ses objectifs, il est dans son rôle de combattre tout partout où il y a la possibilité. Il ne faudrait pas que nous mettons... il est dans son droit de poursuivre toutes les personnes qui sont soupçonnées d'être poursuivies. Maintenant, donc le ministre de la Justice est dans son registre. Est dans son registre de poursuivre. Et d'ailleurs, s'il... Donc le Premier ministre on va arriver là-bas. Non, c'est important, il faut que vos auditeurs comprennent. Si même le gouvernement, à commencer par le président de la transition, abandonne cette lutte contre l'enrichissement illicite, où vous avez des DAF ou des élus locaux ou même des ordonnateurs de dépenses aujourd'hui qui sont impliqués et qu'on puisse suspendre, arrêter la procédure, ça déjà c'est un problème parce que ça fait partie des fondements même de la transition. Ça fait partie donc le ministre est dans son rôle. Des injonctions fantaisistes, mais c'est pas la première fois que attention, maintenant on revient au Premier ministre. Le Premier ministre, il est aussi dans son rôle. Dans son rôle, c'est lui le responsable du fonctionnement de l'administration, comme lui-même est rappelé dans son courrier. Et que ces injonctions-là ne permettent pas à son administration de fonctionner normalement. Et il rappelle le retard du traitement des dossiers, comme le gel des comptes bancaires, ainsi de suite. Et il pose aussi un problème de charge de travail, en disant que vous avez que les vérificateurs et les inspecteurs d'État, leur nombre et leur truc ne peut pas, par rapport à tout ce gros travail à mener, et que ça demande à ceux qui les... Donc ce que nous demandons donc, oui, tout ce qu'il pose, c'est vrai. Chacun pose son problème, il faut se retrouver pour pouvoir discuter, parce que si... Chacun a raison. Oui, chacun a raison, mais le gouvernement a tort dans son ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas parlé. Et ils ont fait sortir l'information publiquement. Il faut trouver cela. Deuxième chose, le gouvernement n'a pas mis suffisamment de moyens depuis le 5 septembre pour pouvoir résoudre ces problèmes. Si les comptes sont gelés, combien de cabinets d'audit intérieurs, extérieurs qui ont été mis à contribution pour pouvoir terminer les audits et mettre des rapports d'audit parfaits à la disposition des juges pour juger les affaires? On sent qu'il y a un manque réel d'investissement dans cette affaire. Les milliards et des milliards aujourd'hui, tout le monde le sait, les immeubles poussent partout. Mais aujourd'hui, quels sont
sont les actions concrètes, à part des injonctions qui sont prises pour pouvoir faire les enquêtes? Parce que le problème, si le Premier ministre pose le problème, ça veut dire que, évidemment, les enquêtes ne sont pas faites. Ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment de travaux de cadre pour pouvoir faire les audits. Il y a trop d'injonctions. Depuis que Charles est député, alors Charles, lui, depuis que Charles est devenu ministre, il y a eu trop d'injonctions. Ce que nous demandons au ministre ce que nous demandons au ministre ce que nous demandons au ministre Wright, c'est qu'il doit exiger du gouvernement des moyens, parce que les crimes de sang ne se jugent pas comme ça. Il fait des injonctions, mais il faut qu'on lui donne les moyens. Il faut que nous donnons les moyens pour faire les enquêtes, des enquêtes indépendantes qui peuvent permettre aux juges d'accélérer. Les juges aussi qu'on a créés, il faut qu'ils exigent. Quand on dit un parquet financier, ce sont des experts en finance, sont des comptables. On a suivi ces audiences à la CRIEF, où le niveau ça laisse à désirer. Donc si c'est niveau reste à... Donc voilà la question. Le gouvernement, c'est sa responsabilité d'allouer, de faire une allocation budgétaire conséquente parce que quand le Premier ministre se plaint de ça, mais il y a 3 ans quand même, 30 mois qu'ils sont au pouvoir, combien d'argent ils ont mis pour qu'on ait les moyens pour permettre de résoudre ces problèmes? Donc je pense que tout le monde, ce qui pose, c'est un problème réel, mais la population a besoin d'un gouvernement unifié. La population n'a pas besoin de savoir. Mais sauf que ce n'est pas une première. Oui, mais c'est pourquoi. C'est finalement, quelqu'un doit quitter. Oui. Non, c'est ça que j'ai dit. Le chef de gouvernement... Quelqu'un doit quitter, le président, on a l'impression que le deux là n'arrive pas à s'entendre. Ce n'est pas une première. Hein. J'ai dit c'est normal dans toute organisation matricielle et les crises, les conflits sont innés aux organisations matricielles. Parce que vous avez des objectifs différents, vous avez des supérieurs hiérarchiques qui vous donnent des ordres différents. Il faut que chacun connaisse ses limites. La résolution, voilà, ça se résout par des dialogues informels et formels qui se tiennent pratiquement pour faire les alignements sur les objectifs. Il faut l'arbitrage du colonel, il faut du général, il faut d'armée. Il faut non, il peut pas. Il faut son arbitrage. Il y a les milieux dans l'organisation que nous avons les structures. Vous avez par exemple le secrétaire général du gouvernement qui est responsable du fonctionnement normal de l'administration. Aujourd'hui, il faut qu'il forme les gens sur une organisation matricielle. Comment régler les problèmes dans une organisation matricielle? Comment résoudre les crises hiérarchiques comme ça, ainsi de suite, et comment faire des interdictions par rapport aux documents confidentiels et non confidentiels. C'est l'inexpérience finalement. Tout cela, on peut parler d'une expérience. Nous avons besoin. Le manque d'expérience. C'est pourquoi nous disons que c'est extrêmement important de former les uns et les autres. Ce n'est pas seulement ce gouvernement. Parce que notre pays est organisé comme ça, avec une présidence très élargie et qui a plein de pouvoirs. Vous avez une primature, vous avez des ministres d'État, beaucoup de niveaux de décision. Il faut, si nous voulons aller vers une telle structure d'organisation politique, il faut absolument qu'on forme les gens comment fonctionner dans une telle organisation. Sinon, si ce n'est pas cela, allez avec une organisation hiérarchique simple, où vous avez le chef et puis le Premier ministre avec tous les pleins pouvoirs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le Premier ministre n'a pas de... Son autorité est à revoir. Mais c'est normal, c'est l'organisation qui le prouve, parce que le pouvoir est aujourd'hui éparpillé dans plusieurs structures. Ça, c'est le défenseur de la transition qui fait ce Au-delà de ces courriers-réponses-là, est-ce que là, vous ne pensez pas qu'au sein même du gouvernement, il y a des clans désormais qui sont formés? Mais après 30 mois de gestion, il faut vous attendre forcément à ce qu'il y ait des évaluations sont passées, d'autres sont frustrées. Les gens ne sont plus non plus la main propre, parce que 30 mois de gestion, quand même, les gens ont des casseroles. Et un ministre de la Justice ou un ministre... Attendez, ce que je dis, c'est extrêmement important. Non, je suis d'accord. C'est-à-dire que si vous avez 30 mois de gestion, ça fait plus de 2 ans, donc forcément, il y a des couacs qui vont naître, parce que les gens savent ce qui se passe. Ce qui se passe dans les grands États, nous avons toujours dit, comme les États-Unis, après 2 ans, il y a les élections à mi-mandat pour permettre de renouveler plus ou moins. Et aujourd'hui, nous avons besoin, comme je vois dans plusieurs choses, dans plusieurs documents, nous avons besoin absolument de revoir pour le reste de la transition et corriger certaines choses. Pour 11 mois qui nous reste. Non, le reste de la transition, nous avons demandé à ceux que nous nous retrouvons pour discuter du contenu et du chronogramme pour définir. Parce qu'aujourd'hui, les 11 mois, c'est pas tenable. C'est pas tenable. À quelques mois de la fin de l'accord, on peut parler aussi d'accord. Les autorités disent que le chronogramme sera tenu.
entendu Dansa Kourma à Dubaï, même, donc qui persiste. Monsieur Bogola, certes, vous êtes défenseur de la transition, mais vous ne pouvez pas être pluraliste que le roi. Non, nous sommes des... Vous voulez inciter le général à rester. Nous sommes des analystes objectifs parce que ce que j'ai dit m'engage. Ce que j'ai dit, je le comprends. Ce que j'ai dit m'engage et je dois être capable de le justifier. Un homme normal, raisonné, vu le volume de travail qui reste à faire par rapport aux 10 points du chronogramme, vu la question des contraintes budgétaires auxquelles nous sommes confrontés, vu les désaccords, d'abord même sur les 24 mois qui ne sont même pas acceptés par la Troïka, parce que la Troïka n'a jamais remis en cause cet accord entre la CEDEAO et la Troïka. Elle ne s'est jamais appropriée de ce chronogramme, elle a toujours rejeté ce chronogramme, donc tout ce qui sortira. Vous ne pouvez pas parler au nom de la Troïka. Vous ne pouvez pas parler au nom de la Troïka, M. Bogola. On n'est pas d'accord. Ça veut dire que c'est un accord. La Troïka n'a jamais dénoncé cet accord. A finalement accepté cet accord. Non, elle a toujours dit. Elle ne fait que demander, elle a changé de fusil d'épaule. Depuis, elle ne fait que demander le respect de ce chronogramme. La Troïka dit, elle dénonce plutôt. Monsieur Abba. Je veux que ça... Non, soyez concret. Nous les interrogeons. Oui, mais nous sommes tous là. La Troïka dit... La charte dit que c'est les forces vives qui vont s'associer. Vous avez très mal compris. La Troïka a même donné un nom à l'accord. La Troïka a dit accord entre la junte et la CEDEAO. Donc ça veut dire n'engage pas le peuple de Guinée. N'engage pas. Donc la Troïka a refusé de donner un truc. La Troïka n'a pas refusé. La Troïka a plutôt dit comme la charte de la transition. Les forces vives n'ont pas été associées. Et donc, elle ne remet pas trop en cause. Elle ne remet même pas aujourd'hui. Elle demande plutôt ce respect. Non. Si aujourd'hui, la preuve est là. Plutôt, c'est vous qui ne voulez pas que cet accord soit respecté, monsieur Bogola. Excusez-moi. Quand vous acceptez une chose, vous participez. Ils ont refusé de participer au débat d'orientation constitutionnelle. Donc, ça veut dire que même la constitution qui sortira, ils vont s'opposer à ça. Ils ne participent pas, ils ne contribuent pas. Donc, aujourd'hui, d'abord, nous disons, nous avons besoin d'un consensus autour du chronogramme. Et ce consensus, mais nous l'avons toujours demandé, appelé à la chose. Pourquoi c'est maintenant à la veille de l'inspiration de cet accord que vous allez nous soulever? Nous avons toujours demandé, c'est une évaluation à mi-parcours depuis que le budget 600 millions est sorti. Le débat a commencé parce que l'accord a été signé. 3 mois après, il y a eu l'évaluation et on a trouvé les 600 millions. Nous avons dit attention, retrouvons-nous vite, acceptez parce qu'il y a un nouveau élément qui n'était pas dans l'accord, le coût. Mais c'est vous qui avez comme l'accord est dynamique, et parce que l'accord étant dynamique, retrouvons-nous et la Troïka a toujours refusé. Mais c'est vous qui avez dit que la transition peut être menée sans la Troïka. Donc ne revenez pas nous dire que la Troïka n'est pas là, on ne peut pas aller aux élections. Non, on ne le dit pas, on ne le dit pas. Ce que nous disons... Ça, vous parlez au nom de qui? Elle est dynamique. Est-ce que là, vous n'êtes pas entré, c'est pas un ballon d'essai que vous lancez, monsieur Bogola? Moi, je ne suis pas... Non, attendez, est-ce que vous n'allez pas jauger la réaction? Parce que là, vous parlez de la prolongation. Est-ce que vous n'êtes pas dans une logique d'inciter? Il y a 3 mois déjà que je crois que j'ai bien dit que ce chronogramme n'est pas tenable et nous sommes devant le fait accompli. Parce que aujourd'hui, vous n'avez ni les moyens, vous n'avez ni le consensus, vous n'avez ni chose pour que les élections se tiennent au 31 décembre. Donc ce que nous demandons... De la même manière que vous êtes opposé contre le troisième mandat d'Alpha, de la même manière que vous êtes opposé contre le troisième mandat d'Alpha, il y aura des gens qui vont s'opposer non seulement contre cette volonté, mais qui vont s'opposer contre votre volonté. Oui, mais c'est ce qui est très bien. Vous allez voir une contestation contre votre FNDT. C'est ce qui est très bien. Parce que pourquoi c'est bien? En 2010, nous avons fait la même chose. Les militaires sont au pouvoir, ils sont libres. Quand nous les poussons au mur, ils vont nous organiser des élections comme 2010, où on va nous donner un président et personne ne critiquera ça. Donc, de toute façon, nous, ce que nous disons, nous voulons une transition réussie. Nous disons que si nous bâclons des élections, même si c'est 2 mois, on les pousse là, ils vont organiser. Et s'ils vont organiser, acceptons le résultat comme le résultat de 2010. Et c'est ça la question. Et le risque de cela, c'est que nous risquons de tomber dans une crise post-électorale plus longue. C'est-à-dire que si nous disons que c'est possible, hein, on peut organiser, mais on va organiser des élections, mais il faut s'attendre à une crise post-électorale plus longue. C'est ce que nous disons. Mieux vaut avoir une crise maintenant là. Une transition de 5 ans. Une transition de 5 ans. Une transition de 5 ans. Ben, écoute,
Si ça c'est mandat. Non, ça c'est mandat. Mais c'est pas grave. On a eu non, ça c'est grave. On a eu 9 ans ici. Si cette transition, si cette transition-là, on a eu 9 ans avec le CMRN. Monsieur Abba, franchement, moi je vous connais. Je sais que vous êtes bien réfléchi, monsieur Abba. Je sais que vous êtes aussi, vous défendez des valeurs. Mais ce qui reste clair, vous savez vous-même, en âme et en conscience, qu'une transition longue a toujours des problèmes. Vous le savez très bien. C'est une question très importante. C'est une question très importante. Oui, il pose la question, il va répondre. Aujourd'hui, je vais commenter. Oui, je vais commenter. Aujourd'hui, j'ai vu tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre. C'est parce que la transition a été trop longue. Et on risque même de vivre d'autres scénarios qu'on n'avait pas programmés. Je voulais vous dire quelque chose. Quand vous tombez dans une transition, la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de la transition. Cette transition, nous sommes à une troisième. Nous sommes à une transition, nous sommes à notre troisième transition. Et pourquoi nous sommes dans ça? C'est parce que nous avons toujours défini transition égale à élection. Et donc, à une deuxième transition, nous avons tous pensé que transition égale à élection. Non, c'est important. Je t'ai donné la parole pour que tu parles. Je dis, nous disons, là où nous avons manqué, c'est que nous n'avons pas dit que cette transition, c'est pourquoi. Les militaires sont venus le 5. Ils ont dit que leur transition, c'est une transition en 5 R. Refondation, rassemblement, rectification, rassemblement et puis repositionnement. Mais personne n'a posé la question, c'est quoi ces 5 R? Parce que tout simplement, on est amené par le fait que la transition se résume à des élections. Et or, le problème aujourd'hui qu'on a, qui fait que nous avons ces crises aujourd'hui, ce sont des problèmes profonds qui sont là depuis 1984. Le problème de l'emploi, c'est un problème persistant que personne n'a jamais. Il ne peut pas résoudre ça. Le problème de l'électricité, les problèmes aujourd'hui de la fraude, de la lutte contre l'enrichissement illicite, qui est le vrai problème. La corruption de la classe politique. C'est la corruption de la classe politique. Tout ça aujourd'hui, c'est ça qui fait le débat là. Aujourd'hui, si vous voyez toute la pression, excusez-moi, oui, mais ça fait partie. Aujourd'hui, je vous donne 2 éléments. Mais apparemment, on va s'écouter là. Sinon, non, quand on s'écoute pas, on va l'écouter d'abord. Je veux dire, les problèmes aujourd'hui qui font qu'on n'avance pas. Vous avez les questions de communautarisation de l'administration militaire et autres. Ce sont les partis politiques qui, en 11 ans, nous ont apporté ça pour faire une administration comme ça qu'on tente de régler. Les questions du fichier... dites le RPG. Oui, mais c'est le RPG qui dirigeait. C'est le RPG qui dirigeait. Oui, mais c'est un parti. Non, c'est pas tous les... Et c'est parce que... Dites plutôt le RPG. Parce que c'était... Pas tous les partis. Le RPG, parce que c'est un parti communautaire qui est arrivé au pouvoir et que... Revenons sur ça. Pour dire que le RPG était pas si vous avez un parti qui a 98% de son électorat dans une seule communauté qui prend l'administration, il doit nommer récompenser ses gens. A gagné les élections, la même chose, c'est pas la route qui a prévenu. Il y aura d'autres partis communautaires qui auront la même situation. Revenons sur cette question-là. Où se trouve le fief de votre parti? Non, ça c'est notre revenons sur le raisonnement qui nous permet de comprendre. Parce que là, vous étiez de l'anathème, alors qu'on connaît votre fief. Je veux dire que c'est problème. Je veux dire que c'est... Oui, c'est problème de ces partis ethniques. Vous ne pouvez pas aller aux élections sans résoudre ces problèmes. Ça, c'est une question qu'on met dans l'ordre du jour de la transition. La corruption de la classe politique dont nous disons, nous condamnons, aujourd'hui, toute la pression qui est sur le gouvernement, parce que 34, imaginez 34 DAF et plus leurs ordinateurs, c'est toute une administration. Les ordinateurs, c'est les ministres. Alors, aujourd'hui, tout le lobby qui se met en place pour qu'il y ait suspension de tout ça, vous ne comprenez pas. Vous parlez du Premier ministre, là. Mais non, ça n'est pas depuis. Non, c'est le Premier ministre qui a demandé à ce que c'est... Mais ce n'est même pas le Premier ministre. Non, ça c'est le Premier ministre. Là, vous attaquez le Premier ministre directement. J'ai dit, et le Premier ministre et tous ceux qui les ont reconduits, ces DAF-là, avec les 518 qu'on a... C'est le président, ça c'est le président. Mais ça c'est depuis, c'est pourquoi je dis le lobby continue. Non, ça c'est le ministre du budget. Le lobby continue. Le lobby continue. Il est arrêté. Les lobbies continuent. Avec la bénédiction de celui qui a nommé le ministre. Donc les lobbies continuent. C'est que je veux dire. C'est l'arrêté, c'est pas un décret. Oui, mais qui a nommé le ministre? Excuse-moi. Si le président n'était pas d'accord, vous acceptez qu'il y a tout un lobby aujourd'hui pour empêcher la lutte contre la criminalité. Oui, il les nomme. Mais qui a nommé celui qui prend la... Est-ce que vous êtes d'accord Mais qui nomme le ministre? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les politiques qui nomment leurs militants à ces postes stratégiques ne pourront jamais lutter contre l'enrichissement illicite, l'impunité, on en a vu. Donc, c'est pourquoi je vous dis, ce sont donner un contenu
Et les procès du 28 septembre, les procès de crimes de sang, ainsi de suite, qui sont planifiés, tout ça, on ne va pas laisser ce bordel là aller aux élections. Vous êtes largement compris. Cette autre question, hein, puisqu'on est bousculé par le temps. Un acteur politique m'a dit qu'il y a 3 catégories. Un acteur politique m'a dit qu'il y a 3 catégories d'hommes politiques. C'est une actualité ou bien c'est un commentaire? Je ne commente pas Laissez-moi poser la question. Non, c'est une actualité ou c'est une actualité? C'est une question que je vous pose. C'est une question, c'est pas une... Allez-y. Je ne commente pas les avis des gens. Moi, je suis universitaire. Si vous voulez qu'on discute... Vous enseignez où? Vous enseignez où? Si vous voulez que j'aille... Non. Vous enseignez où? Mon ami. Avançons. Non, justement, j'aimerais savoir le profil de nos acteurs politique de nos personnalités, il est important de savoir qu'est-ce que vous faites dans la vie. Ok, mais voilà. Non, pose la question. Alors, puisque c'est vous qui avez voulu, puisque vous dites que vous êtes universitaire, vous enseignez dans quelle université? Un universitaire, c'est pas forcément que tu enseignes. Oui, c'est là, je commence par là. Je commence par là d'abord. Je suis un chercheur, j'ai mon doctorat, je suis dans le doctorat en management, ça il faut le savoir. Vous avez vos doctorats? Je suis doctorat en management. Doctorant ou bien doctorat? Doctorant, ça fait 4 ans. Voilà. Moi, je suis très transparent, je ne m'appelle pas docteur. Voilà, doctorant. Oui, donc toutes ces questions-là, analyser ce que l'autre dit, c'est pas ça le sujet. Alors, 3 catégories d'hommes politiques qui soutiennent le CNRD. La première catégorie, ce sont des acteurs politiques qui cherchent le nem-nem. Aujourd'hui, quand ça ne paye pas au secrétariat du cadre de dialogue, ça crie. Voilà, il y a des acteurs politiques qui ne doivent parce que tout simplement, ils n'ont pas été payés. Deuxième catégorie, ce sont ces acteurs politiques-là qui sont des businessmen, des hommes, des opérateurs économiques, des hommes d'affaires, qui soutiennent le CNRD dans l'optique d'avoir des marchés, parce qu'ils ont leur entreprise. La troisième catégorie, ce sont des politiciens à qui le CNRD a promis qu'après nous, c'est vous. Vous citez dans quelle catégorie? Je ne commande pas ça parce que tout ce qui dit c'est faux. C'est ce que je dis, je ne commande pas. Le classement aujourd'hui, notre pays est à terre. Notre pays est à terre, vous avez l'enseignement qui est complètement pourri, où on était capable de vendre des sujets, où les enfants n'étaient pas capables de faire des rédactions. Ça, c'est un pays comme ça. Notre pays, c'est un pays où les fonctionnaires sont les plus riches dans notre pays. Non, excuse-moi. Notre pays est un pays où les fonctionnaires sont les plus riches, où l'économie ne marche pas. Notre pays est un pays où c'est le syndicalisme et l'activisme politique qui est mieux rémunéré, qui est mieux écouté dans les médias que l'intellectuel, que l'opérateur économique, que le businessman. Ça, c'est ce changement qu'on veut faire dans notre pays. C'est ce qui fait qu'on s'engage à demander une transition à 360 degrés où nous devons changer dans nos familles. Notre pays, c'est un pays où dans une famille, vous avez plus de 30 personnes, mais une seule personne travaille et on considère que quand on le nomme, il doit nourrir tout le monde, personne ne travaille. Et donc, c'est ce pays qu'on doit changer. Vous n'avez pas besoin de ce classement que vous faites là. Vous pensez que nous allons prendre autant de risques là pour aller parler dans les médias, aller dans la rue, défendre pour ça, pour avoir quoi que ce soit. Quelle rémunération peut récompenser tout ce combat qu'on mène? Donc vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez rien. Non, ce que je vais vous dire, tout le monde doit chercher les moyens avec la sueur de son front. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui à ce que chacun travaille. Vous, journalistes, vous devez avoir des activités d'entrepreneuriat. Vous travaillez ce que vous faites. Non, c'est ce qu'on dit. Le fonctionnaire doit vivre de son salaire. Le fonctionnaire doit vivre... Attendez, le fonctionnaire doit vivre de son salaire et l'imam, le pasteur, il même doit avoir une activité. Et tout ça aujourd'hui, c'est ce qui nous permet à notre économie d'avoir un PIB. Donc aujourd'hui, l'activité politique ne doit pas être une activité rémunérateur qui donne... C'est ce que vous avez compris. Donc l'analyse de celui qui vous a fait a menti, il n'a pas fait une analyse objective. Donc c'est ce que vous avez compris en quittant le terrain politique, c'est ça? Mais moi, j'ai toujours été ce que j'ai fait, mais en fonction de mon activité. Quand je travaillais dans les multinationales, je ne pouvais pas afficher devant les télés, mais j'ai toujours continué à me battre pour garder, parce qu'il y a des contraintes dans l'environnement de travail. Aujourd'hui, je suis libre, j'ai mon entreprise que je développe, ça me permet d'être libre de développer et d'aller faire ce que je fais. Donc c'est ce que nous devons faire, que arrêter de dire que quiconque défend aujourd'hui l'État va évidemment chercher des potes. Alors, non, pour vous, travaillons tout se passe très bien avec la transition. Pour que le secteur privé crée 90% des emplois. La transition, l'État n'est pas la panacée. C'est pas l'État qui voit ou que
tout le monde court vers être fonctionnaire, être enseignant. Non, l'État n'est pas la panachée, on ne s'enrichit pas avec l'État. Mais vous pensez que l'État est en train de faire la promotion de l'emploi, notamment le secteur privé? Quand on voit tous ces médias-là, vous n'avez qu'à aller à Nongo voir comment les journalistes tirent le diable par la queue aujourd'hui, par le fait d'une décision. C'est ce que j'ai dit. Depuis 1984, nous avons besoin d'un plan. Donc ce gouvernement n'encourage pas l'employabilité. Depuis 1984, on détruit plutôt les emplois. Notre État n'a jamais créé plus d'1 million dans le secteur privé. À part la CBG, j'ai toujours dit. Aujourd'hui, il faut un plan Marshall pour la Guinée. Pour que vous puissiez créer des millions d'emplois tels que vous avez avec Simandou, il faut le faire avec la transformation de la bauxite, il faut faire le chemin de fer Conakry-Bamako. C'est des méga projets-là qui vont créer des milliers d'emplois. Ce n'est pas des petits séminaires qui vont créer des emplois. Merci à vous, non, ça ne se fait pas. C'est un investissement massif qu'on a besoin. Par le temps. Merci à vous, monsieur Bogola Abba. Je rappelle que vous êtes le président du FNDT. Le coordinateur. Le coordinateur national du FNDT, Front National pour la défense de la transition. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vos échanges sont toujours électriques. Merci. Parce que vous êtes un personnage controversé, vous assumez. Non, pas controversé, parce que vous n'êtes pas au même niveau de compréhension des sujets. Nous anticipons. Non, certains pas, je ne parle pas de moi. Oui, non, mais quand je parle de controverse, mais c'est vrai, mais ça n'aura pas toujours. Par exemple, c'était avec ce journaliste, pour la première fois, j'ai parlé de transition. Je sais avec lui, je crois, il a l'article. Quand j'ai dit que cette affaire doit terminer par une transition militaire, Baouri aussi l'avait dit. Merci à vous. Mais peut-être. Il a été le premier. Bon, il peut le dire. Donc, aujourd'hui, nous disons que ce n'est pas tenable. Évidemment, ça fait que tout le monde est fou, mais lui, il est fou. Merci à vous, monsieur Kiamon Bogola Abba. Je vous remercie.